Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission, votre émission Entretien. Et nous recevons une fois de plus le professeur Silas Mimile Makangou, qui est professeur d'université, expert en relations internationales. Le professeur Mimile Silas Makangou a publié plusieurs ouvrages dont la volonté, plutôt le désir de puissance. Je pense que nous allons un peu corriger. Alors, nous allons parler un peu de l'actualité dans le contexte international, avec incidence sur la République démocratique du Congo. Docteur, merci de faire avec nous. Merci John, ça a toujours été un plaisir pour moi d'être sur ce plateau ensemble pour partager, échanger, afin d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Voilà, nous sommes avec vous, professeur, pour parler de l'actualité. Vous l'avez sans doute suivi. C'est vrai que vous étiez en déplacement. Cette attaque des États-Unis sur le Venezuela. Entre-temps, en République démocratique du Congo, il y a aussi une sorte de rapport de force continuel. On parle de 3 décennies, RDC, Rwanda, mais également peut-être une déstabilisation à l'interne qui pousse certains à demander à ce que nous puissions tenir le dialogue. Doha qui demande également à la République démocratique du Congo et la FCM 23 de revenir sur la table des négociations. Docteur, lorsque vous avez peut-être appris que les États-Unis sont intervenus au Venezuela et enlevé le président Maduro pour le soumettre à la justice, du point de vue du droit international, est-ce que cela peut être toléré? Merci beaucoup, Monsieur John, pour l'opportunité. C'est vrai que l'année 2026 a commencé un peu brutalement en ce qui concerne la géopolitique mondiale avec cette malheureuse incidence, ce malheureux incident lorsque les États-Unis d'Amérique, sur ordre de la Maison-Blanche, le président Donald Trump a ordonné que l'on procède non pas à l'arrestation, parce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas mandat, n'ont pas la compétence d'arrêter un chef d'État en exercice dans un autre pays qui est sur le sol américain. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de l'arrestation, mais on parle plutôt d'un enlèvement. Et cela a choqué différents observateurs, analystes ou pas, que les États-Unis se comportent aussi de cette manière, vraiment cavalière, et pourtant, lui qui a qualifié beaucoup d'autres chefs d'État ou des nations comme étant des États voyous, simplement parce qu'ils ont estimé que ces différents dirigeants n'accordaient aucun respect aux droits humains, aucun respect au droit international. Donc ce que Donald Trump a fait en ce début de l'année ne pouvait que choquer l'humanité tout entière. Alors, donc, la question, du point de vue du droit international, c'est une violation flagrante. Mais maintenant, il faisait se poser la question, quelle attitude les États ont face au droit international? D'aucuns pensent que le droit international est un instrument dont se sert les grandes puissances pour faire aboutir leurs intérêts. Le droit international, c'est aussi les paravents. C'est l'ombrage sous lequel vont se cacher les États faibles lorsqu'ils ne sont pas à même d'assurer leur propre sécurité. Ainsi, ils recourent au droit international. Mais en réalité, les États étant des monstres froids, les États n'ayant aucune police pouvant leur dicter un quelconque comportement, ils recourent au droit international quand ils le veulent et ils peuvent aussi s'en passer quand ils le veulent. Donc le droit international reste une fiction. Les grands États, les États puissants, ne se soumettent donc pas au droit international. Mais aussi, il faudrait rappeler ici que la faiblesse du droit international, c'est que pour qu'un droit soit, ou encore une loi soit appliquée, il faudrait assurer à cette loi un suivi. Il faudra expliquer à cette loi une police qui assure le suivi et qui impose une certaine sanction à tous ceux-là qui n'observent pas la loi. Or, il y a justement l'absence de cette police internationale qui devrait veiller sur les États pour leur imposer une certaine sanction lorsque ces États n'observent pas scrupuleusement ce que dit
les lois, le droit international. Mais le Conseil de sécurité, le fois siège pour imposer des sanctions. Le 7e chapitre de la Charte des Nations Unies reconnaît justement au Conseil de sécurité le droit de recourir soit, de veiller d'abord à la sécurité internationale, de prendre de grandes options, mais aussi de recourir aux sanctions économiques d'abord, diplomatiques, politiques, et même aux sanctions militaires, s'il le faut. C'est comme ça que le Conseil de sécurité peut procéder à des résolutions pour imposer la loi en vue d'amener un retour de la paix dans une partie de la terre qui est menacée par une crise ou par un conflit militaire. Mais la grande question maintenant, c'est que la plupart des fauteurs de troubles dans la sphère internationale sont malheureusement soit dans ce Conseil de sécurité ou encore bénéficient d'une protection, d'un partenariat ou d'une alliance avec un des membres du Conseil de sécurité. Je prends un exemple simple. Ce qui se passe par exemple à Gaza ne peut pas être toléré par ceux-là qui ont encore le bon sens. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à imposer à l'État d'Israël un certain nombre de sanctions et aussi voir cet État d'Israël se soumettre à ces sanctions? Parce que les États-Unis, qui est membre du Conseil de sécurité permanent du Conseil de sécurité, évoque tout le temps son droit de veto pour empêcher la mise en application d'une résolution souhaitée par un des membres à l'encontre de l'État d'Israël. Et c'est ça, cette difficulté que rencontre l'Organisation des Nations Unies. Et pourquoi ce droit de veto a été instauré? Est-ce qu'il y a utilité quelle est son importance finalement? Bon, écoute, l'importance c'est aussi... Il n'est reconnu qu'à 5 États apparemment. 5 États, oui. 5 États, les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne ainsi que la France. Et tous ces 5 États, et par ironie du sort, sont tous détenteurs de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que ne siègent au Conseil de sécurité comme membre permanent que les États réputés, entre guillemets, super puissants ou puissants. Ok, super puissant pour parler de la Russie, pour parler du point de vue militaire, hein, pour parler des États-Unis, de la Chine, puissant pour parler de la... Parce qu'à part eux, il ne faudrait pas qu'un autre État puisse se procurer l'arme nucléaire. Peut-être c'est aussi pour éviter une catastrophe dans le monde. Oui, bon, non. À part eux, il y a beaucoup d'autres États. Aujourd'hui, on est aux alentours de 13 à 14 États. Qui disent avoir déjà... L'État d'Israël dispose de l'arme nucléaire. L'Afrique du Sud dispose de l'arme nucléaire. L'Inde et le Pakistan disposent de l'arme nucléaire. L'Iran, on est en train de le pousser pour ne pas en avoir, mais on ne sait pas s'il en a. Et voilà, donc il y a tout ça. Et la Corée du Nord, pas encore? La Corée du Nord, bien sûr, elle dispose. Dispose, on ne peut pas faire la tête à des géants comme la Chine, comme les États-Unis, sans disposer de cette armure nucléaire. En fait, parce qu'elle devient un facteur de puissance, un élément de puissance. Les États qui en disposent s'estiment puissants. Voyez-vous? Et puisque la géopolitique internationale se conjugue sous le format de la jungle, il y a des prédateurs, il y a des proies. Les prédateurs, ce sont les États puissants, les États qui disposent de moyens de leur politique. Les proies, ce sont les États faibles, les États fragiles, phagocytés, les États fantômes, les États qui existent soit de nom ou qui n'existent que dans les limites de leurs frontières, mais qui n'ont plus de substance, qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Appelés à disparaître. Et si ces États continuent à exister, c'est par la volonté, tout simplement. C'est par la volonté. Ces États subissent les dictats des États reconnus, réputés puissants. Voyez-vous? Et nous sommes, nous, dans cette catégorie des États faibles et impuissants. Et donc, l'arène internationale étant telle, ce sont les puissants qui imposent. Ce qui fait que Donald Trump peut se permettre de violer le droit international, de faire ce qui déplaît à l'humanité tout entière. Tout le monde peut émettre des communiqués pour condamner cet acte, mais personne ne peut s'imaginer
une procédure de sanctions à l'encontre des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que ils sont intouchables. Voyez-vous, cette intouchabilité repose sur leur capacité à disposer de moyens pour accomplir leur ambition, leur vision. Donc, vous comprenez par là que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde est mécontent, mais personne ne peut dire quelles sanctions réservées aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, nous l'avons vu à travers les réactions dans le monde. Au début, c'était presque la colère, mais après, c'était nuancé. Même la France a nuancé. Évidemment, on a nuancé parce qu'il ne faudrait pas créer des précédents. Parce que le danger n'est pas seulement le fait d'être puissant. Parce qu'être puissant, c'est à la fois poser des actes qui émanent de votre puissance, mais la puissance, c'est aussi avoir de la retenue. Être puissant, c'est aussi ne pas utiliser le moyen dont on dispose parce qu'on estime que l'usage de ces moyens peuvent engendrer de conséquences quelquefois néfastes. Parce qu'en faisant ce que Donald Trump a fait à l'égard du président Maduro du Venezuela, l'on se pose la question s'il ne crée pas une jurisprudence pour la Russie vis-à-vis de la partie qu'elle occupe déjà en Ukraine. Est-ce que ce n'est pas une voie ouverte pour la Chine dans sa tentative de récupérer les Taïwan? Est-ce que ce n'est pas une tentative, ça ne serait pas une voie ouverte pour beaucoup d'autres États qui se retiennent par respect du droit international? Donc, à la fois, Donald Trump a violé le droit international, mais aussi il a fait parce que le droit international est plus faible par rapport à la puissance des États-Unis d'Amérique. Et voilà, on évoque beaucoup plus des raisons d'ordre économique parce que les États-Unis voulaient avoir la même mise sur le pétrole vénézuélien, beaucoup de réserves. Il faut dire que le président Donald Trump sa gouvernance reproche sur une approche purement commercialiste. C'est-à-dire, c'est un homme d'affaires évidemment entouré par des hommes d'affaires. Il a été porté au pouvoir par 60% de ceux qui l'ont porté au pouvoir sont des hommes d'affaires et qui ne réfléchissent qu'en termes de lucre, en termes de bénéfices, en termes de profit. Qu'est-ce que l'on gagne? Qu'est-ce qu'on l'on gagne? Et il estime que l'État du Venezuela, étant une des plus grandes réserves mondiales en termes du pétrole, devait être contrôlé par les États-Unis pour ne pas laisser la Chine ou les autres États émergents venir contrôler ces réserves, ce qui pourrait dans l'avenir être très néfaste aux États-Unis d'Amérique. Donc, il préfère contrôler le pétrole des États du Venezuela, mais aussi, vous avez vu, sa détermination à contrôler le Groenland, un vaste territoire glacier qui a à peine 51 ou 52 ou 52 000 habitants, mais il le veut non pas parce qu'il veut faire du bien à cette minuscule population, mais plutôt parce que ce qui regorge cet espace, ce territoire, est considéré par les États-Unis d'Amérique comme étant des minéraux stratégiques. Et il dit qu'il faudrait les contrôler de peur que la Chine ou la Russie ne le contrôle. Ça, c'est l'approche de Donald Trump. Il estime que la protection de l'OTAN n'est pas suffisante. Hein? Ben écoutez, 20% du budget de l'OTAN sont sponsorisés par les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, Trump apparemment est en train de s'en plaindre. Il s'en plaint, mais ça risquera aussi d'être une erreur stratégique pour Trump. Parce que les États-Unis, certes, sont restés la plus grande puissance. Et c'est là tous les aspects. La Chine peut compétir du point de vue économique, mais du point de vue technologique, du point de vue militaire, il y a encore, les États-Unis gagnent encore un tout petit peu, juste un tout petit peu, en avance par rapport à la Chine. Mais il y a une erreur que le président Donald Trump ne doit pas commettre. On n'est jamais puissant seul. Les États-Unis, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, se sont érigés en puissance mondiale aussi grâce aux alliances
qu'ils ont traité. Premièrement, avec l'Europe. On n'aurait pas les États-Unis qu'on a aujourd'hui sans l'alliance atlantique, transatlantique. C'est-à-dire, les États européens, l'Union européenne partagent déjà, c'est peut-être ici l'opportunité, l'occasion de le dire, dans les échanges commerciaux. L'Union européenne avec les États, 40% des échanges commerciaux des États-Unis se font avec l'Union européenne. Donc les États-Unis d'Amérique ont la possibilité de sanctionner les États européens, mais les États européens aussi ont la capacité de faire du mal aux États-Unis d'Amérique. Sur le plan économique. Sur le plan économique. Trump a voulu intimider la Chine en procédant à ce qu'on appelle aujourd'hui la géopolitique de l'intimidation. Mais il a sous-estimé la détermination de Xi Jinping, qui lui aussi impose aux produits américains une taxe. Et Trump a été obligé de revoir à la baisse sa sanction. Ça avait marché avec les États-Unis, avec la Russie, cette politique de la sanction. Ça avait marché avec la Russie depuis 2014, après que la Russie ait occupé la Crimée. Ça avait marché avec l'Iran, ça avait marché avec beaucoup d'autres pays du monde, ça a toujours marché avec la Corée du Nord. Mais la Chine a montré aux États-Unis que nous sommes interdépendants. Nous ne sommes pas dépendants de vous. Nous pouvons vivre sans vous. Mais nous ne voulons pas vivre sans vous, comme vous ne voulez pas aussi vivre sans nous. Et c'est ce que doivent adopter les autres États du monde. Accroître leur capacité d'autonomie, leur autonomie. Parce qu'il n'y a pas de sécurité dans la dépendance. Il n'y a pas de sécurité dans une diplomatie de la dépendance. Les États qui veulent asseoir leur hégémonie, les États qui veulent assurer leur sécurité et leur souveraineté internationale doivent regarder dans cette même direction, travailler de manière à être autonome, travailler dans l'autosuffisance alimentaire, technologique et ainsi de suite. Ce qui fait que Trump s'est vu obligé de revenir en arrière. Et même pour le Groenland, il a voulu s'imposer. Les États européens se sont opposés. Donc pour le Groenland, apparemment, c'était un essai, hein? Non, ce n'est pas... Il voulait un peu voir un peu la réaction. C'est comme ça que les acteurs internationaux font. Ils lancent des ballons d'essai, ils voient votre capacité de comment est-ce que vous allez réagir. C'est comme un médicament, quand on veut injecter un produit, on prend d'abord des cobayes. On essaye de voir comment le corps humain va réagir. Si on sent que le corps humain peut tolérer ces produits, eh bien, on va l'industrialiser et puis le mettre à la disposition. Et il y en a qui pensent que voilà, les États-Unis, ceux qui veulent prendre dans le monde, ils le prennent. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'attendre l'autorisation. Mais voilà, est-ce que dans ce cadre, comment est-ce que nous pouvons comparer ce partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo qui propose des minerais stratégiques aux États-Unis d'Amérique? Parce qu'il y a même certains qui pensent que, bon, voilà, d'une certaine manière, les États-Unis les auraient, ou bien les a déjà à travers le pays voisin qui l'utilise. Ben écoutez, d'abord je vais revenir sur ce que vous avez dit. Les États-Unis sont tellement puissants qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Personne ne peut contester la puissance américaine aujourd'hui. C'est vrai que lorsque vous faites une étude rapprochée pour voir ce qui se passe autour de ce grand pays et à l'intérieur, vous pouvez déjà commencer à constater quelques symptômes d'affaiblissement de l'Empire américain. Aux États-Unis, surtout avec les dernières décisions. Ils ont atteint leur summum, mais aussi, puisqu'il y a un principe sacro-saint qui dit ceci, que tout empire périra. Il n'y a aucun empire qui restera éternellement son apogée et son déclin. Les États-Unis d'Amérique ont déjà amorcé leur déclin. C'est là aussi au regard de ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Piège de Thucydide. Thucydide fut un grand historien de l'Antiquité qui a étudié la guerre de Péloponnèse entre Sparte et Athènes et qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une puissance qui émerge, la puissance existante commence aussi sa fragilisation. C'est-à-dire, quand une puissance émerge, il y a une puissance qui descend. Il y a possibilité très souvent que ces deux puissances émergentes et descendantes connaissent une confrontation militaire.
Les États-Unis sont super puissants, mais les États-Unis n'obtiennent pas toujours ce qu'ils veulent. Et nous avons des exemples dans l'histoire. L'exemple, c'est la guerre du Vietnam. De 1955 en 1975, à 1975, 20 ans durant, les États-Unis ont connu des défaites puissantes. Ils ont été battus à plate couture. Il fallait aussi compter aussi sur la détermination du peuple vietnamien, apparemment. Et tout ça, ce sont des choses qui constituent... Capables de se battre jusqu'au sacrifice suprême, capables même de mourir en kamikaze. Les éléments qu'on tient en compte par les stratèges avant de déclencher une guerre. Parce que la guerre, on la commence après l'avoir commencé. C'est-à-dire, une guerre commence d'abord du point de vue stratégique. Il faut tenir compte du théâtre du combat. Où est-ce que cette guerre va se faire? Est-ce que nous avons la maîtrise du terrain? Est-ce que nous connaissons? Parce que les États-Unis croyaient, ils ont plus compté sur leur arsenal militaire et leur soutien aérien, mais ils n'ont pas évalué les profondeurs de la jungle vietnamienne. Voyez-vous? Ce qui fait que les Viet Cong se sont joués des Américains. Voyez-vous, ils avaient la maîtrise de leur jungle. Ils ont aussi bénéficié de l'apport de la Chine et de la Russie. Ça, il faudrait les dire, qui ont soutenu matériellement les Viet Cong. Aussi, une des causes qui a fait que les États-Unis d'Amérique ne parviennent pas à remporter cette victoire escomptée, c'est aussi parce que son allié, le sud du vietnamien, était déjà miné à l'intérieur par la corruption. C'est-à-dire qu'ils avaient des alliés très fragilisés. Mais un des éléments qui a fait à ce que les États-Unis ne gagnent pas cette guerre au Vietnam, c'était l'absence de la légitimité de cette guerre. L'opinion publique américaine, très tôt, s'était déjà opposée à cette guerre. Vous vous souviendrez même de gens comme Mohamed Ali, Cassius Clay avait mené une campagne, pas seulement qu'il a refusé d'aller se battre en tant que soldat, mais il a même mené une campagne contre cette guerre-là. Alors, on ne peut pas gagner une guerre si l'opinion publique ne vous appuie pas. C'est ce qu'on appelle la légitimation d'un conflit militaire. Parce que même pour entrer dans la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient d'abord préparé l'opinion. Il fallait préparer l'opinion. L'opinion était très dubitative. Est-ce qu'il faut... Il disait, ce n'est pas notre guerre, nous allons rester dans notre doctrine, la compréhension de la doctrine de Monroe. Nous allons rester ici, nous n'allons pas avancer. Mais les États-Unis d'Amérique, vous devez aussi trouver un prétexte pour sortir le peuple de son indifférence, de sa neutralité et en faire partie prenante de cette guerre. C'est lorsque le Japon a attaqué le Pearl Harbor. Lorsqu'il a attaqué la base américaine, que l'opinion publique s'est dit, il faut qu'on y aille. Et pourtant, aujourd'hui, puisque certains de ces éléments ont déjà été déclassifiés, l'on apprend que les services américains étaient au courant que la base allait être attaquée. Et ils ont laissé faire pour trouver un prétexte et enfin d'emballer l'opinion. Les États-Unis n'ont pas réussi à obtenir gain de cause en Afghanistan. 22 ans après, ils ont été obligés de sortir de manière précipitée, laisser l'Afghanistan encore entre les mains, dans le chaos entre les mains du Taliban. Donc pour dire qu'ils sont puissants, mais n'obtiennent pas toujours ce qu'ils veulent. Donc les États-Unis ont aussi leurs problèmes à résoudre. Les États commettent, les grandes puissances commettent aussi des erreurs de jugement. Hitler, le Troisième Reich, était très puissant. Hitler avait l'une des meilleures armées du point de vue technologique, une des armées surentraînées, mais les erreurs stratégiques, les erreurs de calcul. Il entame un conflit qu'il ne fallait pas. Aller chercher à envahir la Russie. Voilà, cette opération Barbarossa a dû avaler Hitler. Napoléon Bonaparte a commis la même erreur. Alors, pour revenir en ce qui concerne l'accord stratégique avec la République démocratique du Congo, c'est vrai que nous avons eu à signer un accord. Et puis, il faut dire que cet accord a plusieurs volets, à la fois commercial, stratégique, ainsi de suite. Mais au départ, nous allons signer cet accord dans le but de faire des États-Unis d'Amérique notre allié stratégique, en lui offrant l'exploitation de nos minéraux pour l'attirer vers nous et isoler le Rwanda, son proxy, qui est le Rwanda. Donc, en réalité, en quelque sorte, nous sommes allés vers les États-Unis contre le Rwanda. Mais malheureusement, les États-Unis viennent vers nous avec le Rwanda.
il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Donc, en principe, déjà, les calculs chez nous étaient déjà perturbés déjà à ce moment-là, parce que nous allons en bilatéral. Et je suis sûr, au regard de ce que je lis dans l'accord, au regard de ce que j'essaye de comprendre dans la géopolitique de la sous-région, au regard de l'historicité de ces conflits, au regard du rôle que les États-Unis d'Amérique ont joué dans la déstabilisation, d'abord dans la stabilisation du Grand Lac durant la guerre froide et dans sa déstabilisation à l'entame, à l'aube de la mort du président Juvenal Habyarimana, qui va aboutir, qui va déboucher au génocide rwandais. Les États-Unis ont joué un rôle dans la déstabilisation. Ce qui signifie qu'on devrait se poser de bonnes questions avant de prendre cette approche. Nous l'avons pris. Nous avons signé avec la superpuissance, la grande puissance mondiale. Mais est-ce pour autant que ce conflit avec le Rwanda prendra fin? Déjà, toutes les fois que le président Donald Trump évoque cette situation, il parle d'un conflit passé. Il dit qu'il a déjà fini, il a déjà résolu le conflit. Mais entre-temps, il y a encore des bottes. Entre-temps, les bruits de bottes continuent encore à se faire entendre. Et ce n'est pas pour rien que le président de la République, grâce à sa souplesse, ça il faut le reconnaître, repart vers l'Angola, repart vers le Togo, repart vers la France, parce qu'on s'est rendu compte que on n'a pas encore obtenu ce que nous voulions. On n'a pas encore obtenu ce que nous voulions. Donc, nous avons surestimé la volonté, non pas la puissance des États-Unis d'Amérique, mais la volonté. Il y a des choses. Les États-Unis sont puissants, mais est-ce qu'ils ont la volonté de mettre fin à ces conflits? Est-ce qu'ils ont la volonté d'intimer l'ordre à Kagame de retourner avec ses troupes en dehors du territoire congolais? Est-ce qu'ils ont la volonté de s'impliquer sur terrain pour que nous puissions retrouver l'intégrité, le contrôle de l'intégrité de notre territoire? Toutes ces questions devaient être posées en amont. Voilà pourquoi des questions pareilles doivent d'abord être étudiées par des stratèges, débattues dans le Conseil des ministres, amenées au niveau du Parlement. Où il fallait en principe organiser un débat franc. Si l'on respecte ces procédures, c'est vrai que l'erreur étant humaine, mais néanmoins, on aurait réduit le marge d'erreur. On ne serait pas là aujourd'hui à aller dans le sens du dialogue, parce qu'on a cru qu'en y allant, c'est par la manière forte que les États-Unis, comme arbitres, mais ils vont s'imposer. Mais ils ne peuvent pas être arbitres parce que si le M23 n'est qu'un proxy du Rwanda, le Rwanda lui-même n'est qu'un proxy des États-Unis d'Amérique. Alors, mais c'était ça justement ma prochaine question. Puisque nous avons été étudiants, nous avons aussi participé à plusieurs conférences, et la majorité des panélistes nous ont évoqué ce rôle des États-Unis dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Plus de 100 ans que les États-Unis sont en guerre, sans que la guerre ne se passe nécessairement sur son territoire. Mais entre-temps, on nous dit également que cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est de par la volonté des puissants. Même si on ne nomme pas nécessairement certains pays, mais on connaît certaines grandes puissances qui sont en accord avec le Rwanda, notamment dans le cadre de la coopération militaire. Et ce sont ces mêmes militaires rwandais qui sont sur le sol congolais. En fait, ce qui se passe ici, c'est quoi? Le Rwanda n'est qu'un proxy. Le Rwanda n'a pas appelé les États-Unis, venez, moi je vais piller le Congo. Venez m'accompagner, je vais commettre les atrocités au Congo. Non. C'est vrai que le Rwanda, en tant qu'État voisin souverain, a ce projet, a son agenda. Mais il y a quelque chose qu'on n'évoque pas suffisamment. C'est l'implication des multinationaux. Ces multinationaux
ont des nationalités. Elles sont canadiennes, elles sont américaines, elles sont britanniques, elles sont chinoises. Elles se servent aussi, ces multinationaux, de troupes rwandaises, à la fois pour s'aimer les chaos et surveiller les chaos, parce que l'exploitation doit se faire dans cet état des choses. Très bien. Ce qui signifie, s'il faut établir les responsabilités, il faudra aussi établir le niveau d'influence et d'activité. Nous avons de creuseurs. Nous avons de groupes armés qu'on dénombre aujourd'hui à plus de 200. Nous avons dans ces groupes armés 14 groupes armés venus d'autres pays, les ADF soutenus par d'autres pays voisins, les ADF, le M23 et autres. Nous avons des trafiquants congolais qu'on l'on retrouve même dans l'armée congolaise. Rappelez-vous, lorsque l'honorable Mbosso prenait le pouvoir, il avait lancé cet appel là, voilà, quitter les groupes armés. Quitter le groupe armé. Il s'adressait aux députés d'ailleurs. Il parlait, il disait honorable, chers collègues, quitter le groupe armé. En fait, il a dit quelque chose que je considère gravissime, que l'on devrait normalement suivre. Bien scruté. Parce que lorsqu'on parle de ces 8 millions de Congolais qui ont perdu la vie, l'on comprend par là qu'il y a aussi des responsabilités congolaises. Il y a ces députés, il y a aussi ces généraux. Certains des officiers militaires ont aussi des groupes armés qui dépendent d'eux. Certains acteurs politiques, il y a le Rwanda, il y a les pays voisins, l'Ouganda, il y a les multinationales. Et au sommet, il y a les grandes puissances. Donc, il y a toute une chaîne de commandement, que je dirais même une chaîne de responsabilités et de responsabilisation. Donc, la cessation ou le retour de la paix devrait travailler dans le sens d'établir d'abord les responsabilités à différents niveaux. Voilà. Alors, docteur, à vous entendre, vous allez tout à fait dans le sens de ceux qui estiment que pour nous sortir d'affaires, pour résoudre cette crise, nous devons passer par un dialogue qui soit inclusif. Parce que les partisans de ce dialogue inclusif soutiennent que nous devons scruter tous les problèmes et puis rien n'écarter. Ben écoutez, je l'ai dit, je crois, une ou deux fois sur votre plateau, je ne suis pas trop fan du dialogue. Mais vous vous rappellerez, mon cher ami, après la chute de Goma, la débâcle de Goma, je vous avais dit qu'on ne saura pas gagner cette guerre par des voies militaires. Vous vous rappellerez, au mois de janvier ou février. Déjà, même avant la chute de Goma, vous aviez déjà évoqué ça. Que c'était difficile, parce que notre armée accusait déjà de faiblesses endogènes. Difficile pour elle de remporter cette guerre par des voies militaires. Nous sommes face à une impasse. La plupart de nos tentatives n'ont pas abouti. On a fait venir des troupes étrangères, on a fait venir des mercenaires. Des grandes villes ont quand même été conquises. Même l'EAC, apparemment, c'était aussi un espoir qui s'est vite envolé. Nous avons signé l'accord de Washington. Nous sommes allés à Doha. Avant ça, on était à Luanda. On était d'abord, avant Luanda, on était d'abord à Nairobi. Et puis on a ajouté Luanda. Nairobi, c'était pour les groupes armés, M23 et autres, avec le gouvernement. Le Rwanda et Kigali, Kinshasa, c'était pour Luanda. Luanda, ça n'a pas marché. On s'est retrouvé à Doha. À la grande surprise d'ailleurs de Luanda, selon les dires du ministre Tete, ministre des Affaires étrangères rwandais, angolais, Affaires étrangères angolais, qui disait qu'ils étaient étonnés de nous voir. Et là, aujourd'hui, nous revenons presque à la case du départ. Il y a statu quo. Beaucoup d'efforts ont été fournis. On a fait preuve, le chef de l'État ne cesse de faire preuve de sa bonne volonté à mettre fin à cette crise. Mais l'on se rend compte que
nos attentes restent vaines, elles restent stériles. Nous n'obtenons pas ce que nous avions escompté. C'est la paix, le retour de la paix, de la consolidation de l'autorité de l'État partout. Alors, tous les observateurs, le dialogue aujourd'hui n'est pas évoqué que par la classe politique congolaise. Même les États-Unis d'Amérique. Oui. Le président Joao Lourenço, oui. le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé Yadema, le président Emmanuel Macron, tout le monde nous exhorte à négocier. C'est la pilule amère. Négocier ou dialoguer? Tout le monde nous exhorte à négocier ou bien à dialoguer? À dialoguer. Parce que tous ces chefs d'État, cette communauté internationale, en commençant par l'Union africaine, qui aujourd'hui se voit heureuse de revenir sur la scène en prenant les devants pour piloter, conduire cette médiation, si jamais il y a dialogue, si jamais on va au dialogue. L'Union africaine est heureuse parce qu'elle voudrait prouver à la face du monde que l'Afrique peut résoudre les crises africaines. Très bien. C'est une pilule amère pour nous. Mais c'est parce que nous sommes face à une impasse. Pourquoi les autres que nous demandent de dialoguer? C'est parce qu'ils estiment que la crise n'est pas d'abord régionale. Elle est d'abord congolaise. Elle est d'abord congolaise. Maintenant, que l'on refuse, que l'on accepte, il faudrait en toute froideur lire les faits sur terrain, étudier étudier le comportement des uns et des autres pour voir comment aller au dialogue, avec qui aller au dialogue, qu'est-ce que le gouvernement peut apporter dans son cahier des charges, qu'est-ce que le M23 et les autres groupes armés. Parce que si on va au dialogue, il n'y aura pas que le M23, il y aura aussi tous ces groupes armés. Voilà. Il y aura aussi l'opposition politique, non armée, il y aura aussi la société civile. C'est ça le dialogue inclusif. Donc il faut réfléchir là-dessus. Mais apparemment du côté Kinshasa, on n'est pas pour on est pour le dialogue, mais pas nécessairement un dialogue aussi inclusif que cela. Parce que Kinshasa n'admet pas, par exemple, qu'on soit autour de la même table que ceux qui jouent le jeu de l'ennemi. On ne dialogue pas avec ses amis. On dialogue avec ses adversaires. On dialogue avec ses ennemis. On ne dialogue pas avec ses amis. On ne s'assoit, on ne lave pas les linges propres. Ce sont les linges sales qu'on lave. On lave les linges sales en famille. Mais il faudrait sortir aussi ces linges-là. Il faut les sortir. Qui l'a sali? Pourquoi on l'a sali? Comment les garder propres des mains? Pour ne pas gaspiller l'eau, les savons, ainsi de suite. Parce que le dialogue, on risque d'aller au 41e pour parler politique, pour résoudre des crises. Malheureusement, ça commence à devenir un peu attaché à notre culture politique. Parce que la plupart des mesures... Bon, quelque part, Kinshasa aussi, c'est ça que Kinshasa veut éviter. C'est comme si, bon, parce qu'on sait comment Kinshasa finir, a les